On en vient désormais donc, au théorème qui permet de s'attaquer à des fonctions qui ne sont pas de signe constant. Et le théorème, c'est le suivant. Je me donne comme tout à l'heure une fonction continue par un morceau sur AB. Hein, bien sûr, là, je me place dans le cas particulier, le problème est en B et tous les résultats sont valables si le problème était en A et pas en B ou s'il y avait des problèmes à l'intérieur. Et le résultat, c'est que la convergence absolue entraîne la convergence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'intégrale de la valeur absolue de la fonction, si l'intégrale de la valeur absolue de la fonction converge sur AB, alors il en va de même pour la fonction elle-même, sans valeur absolue. Et donc, c'est bien sûr tout l'intérêt de ce résultat réside dans le fait que du coup, je peux déduire des informations de l'intégrale de la convergence de l'intégrale d'une fonction positive, donc pour laquelle je vais avoir le droit à tout cet arsenal de techniques qu'on vient de voir, les théorèmes de comparaison, pour en déduire des informations sur l'intégrale qui m'intéresse. Alors, il y a une autre information aussi, hein, de plus, dans ce cas. Je vais dire si l'intégrale de A à B de f converge, de valeur absolue de f converge, donc si l'intégrale de A à B de f converge absolument, on dit parfois, alors on a aussi une majoration qui généralise celle que vous connaissez, c'est-à-dire que la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Ça, c'est vrai pour des fonctions, pour l'intégrale de Riemann, hein, donc des fonctions continues par morceau sur un segment, un intervalle borné. Ben, vous voyez, ça, du coup, vous en déduisez que dans la situation où vous avez pu montrer qu'il y a convergence absolue d'intégrale, cette propriété reste vraie pour des fonctions, pour des intégrales généralisées. Ce résultat est complètement évident, hein, c'est vraiment ça qui n'est pas du tout évident. Donc je vais faire la preuve du résultat, et puis ensuite je ferai quelques remarques, quelques exemples et certains corollaires de ce résultat. Donc la preuve, même chose, hein, comment démontrer qu'un objet converge si on n'a pas une idée de sa limite, hein, parce que a priori, hein, on n'a aucune chance, on n'a aucune idée de ce que doit valoir pour une fonction f quelconque l'intégrale de a à b de f, hein, puisque ici on est précisément dans une situation où on n'a rien sous la main, on ne sait pas calculer des primitives. Et donc cette fois, on va utiliser l'autre, comme j'en faisais le spoil tout à l'heure, l'autre outil un peu massu pour conclure à des convergences quand on ne connaît pas la limite a priori, c'est cette fois les suites de Cauchy. Donc je vais commencer par essayer de raisonner par caractérisation séquentielle. Donc montrons que l'intégrale de A à B de f converge par caractérisation séquentielle. Donc pour ça, il faut que je démontre, hein, il s'agit de montrer quoi? Moi je veux démontrer, hein, c'est ça que je veux démontrer, je veux montrer que l'intégrale de A à C de f, de t dt, admet une limite quand C, je veux montrer que cet objet admet une limite quand C tend vers B-. Okay, il s'agit de montrer du coup que l'intégrale de A à Cn de f de t dt, de montrer qu'il existe, je vais montrer qu'il existe L tel que pour toute. Enfin, je veux démontrer que l'intégrale de A à C de f de t dt tend vers une certaine limite que je note L, donc je veux montrer qu'il existe un L tel que pour toute suite Tn tel que Tn tend vers P-, eh bien j'ai le fait que l'intégrale, tout de suite Cn, j'ai le fait que l'intégrale de A à Cn de f de t dt tend vers L quand n tend vers plus l'infini. Ok. Et comme je ne sais pas a priori ce que peut bien valoir ce L, je vais essayer de montrer que cette suite-là est de Cauchy. Je vais appeler ça UN. Je note ça à UN et je vais montrer que, montrons que UN est de Cauchy. Alors pour ça, je vais fixer une suite Tn pour l'instant. Donc soit je vais montrer un truc qui est vrai pour toute suite Cn. Donc je m'en donne une, hein, soit Cn, une suite telle que Cn tend vers B- quand n tend vers plus l'infini.
Et donc notons un égale l'intégrale de a à cn de f de t dt pour n appartenant à n. Et on va montrer quoi? Que un est une suite de Cauchy, auquel cas elle mettra une limite. Et montrons que un admet une limite. Alors pardon, que un est de Cauchy. Si on arrive à démontrer qu'elle est de Cauchy, alors elle convergera par la propriété de R, la propriété qui dit que R est complet, c'est-à-dire que toute suite de Cauchy, toute suite de réels de Cauchy converge. Donc pour ça, je vais calculer, pour n appartenant à n, p appartenant à n, je vais calculer un plus p moins un. Moi, je vais vous chercher à démontrer que la suite est de Cauchy, c'est démontrer ça. Pour tout epsilon strictement positif, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, pour tout p appartenant à n, un plus p moins un est plus petit que epsilon. D'ailleurs, la stratégie de preuve est exactement la même que pour le théorème sur les séries, qui dit que la convergence absolue entraîne la convergence. Exactement la même chose qu'on va faire. Donc je vais calculer un plus p moins un. Ça, c'est quoi? Par définition, c'est l'intégrale de a à cn plus p de f de t dt moins l'intégrale de a à cn de f de t dt. Cette intégrale, elle va de a à cn plus p, et celle-là, elle va de a à cn. Je vais peut-être l'écrire. Avec des valeurs absolues. Et donc ça, bien sûr, c'est égal à, par le théorème de Schall, c'est simplement l'intégrale de cn à cn plus p de f, avec les valeurs absolues. Et là maintenant, comme je suis sur un intervalle sur lequel la fonction est continue par morceaux, cn plus p, là je peux utiliser mon résultat de l'intégrale de Riemann. Ça, je sais que c'est plus petit que l'intégrale de cn à cn plus p de f. Ça, c'est une propriété sur l'intégrale de Riemann. J'ai une fonction qui est continue par morceaux sur cet intervalle fermé borné cn plus p, donc je peux y aller. Ok. Mais maintenant, alors, il y a une petite subtilité ici, c'est que rien ne m'assure que Cn et Cn plus P soient ordonnés. Il se pourrait que Cn plus P soit plus petit que Cn. J'ai pris une suite Cn qui tend vers B-, mais je ne vais pas demander à cette suite de tendre en croissant vers B-. Donc, en général, ça, il faut que je laisse des valeurs absolues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais Cn est plus grand que Cn plus P, en fait, ce truc-là vaut moins l'intégrale de Cn plus P à Cn. Okay. Alors, moins l'intégrale de Cn à Cn plus P. Donc, là, c'est parfaitement rigoureux. Et là, maintenant, je vais faire apparaître, cette fois, des intégrales de valeur absolue de f, puisque j'ai des informations là-dessus. Moi, je sais que c'est l'intégrale de la valeur absolue de f converge sur AB. Donc ça, je peux écrire que c'est égal à la valeur absolue. Je refais le même calcul dans l'autre sens. Cette intégrale, c'est exactement l'intégrale de a à cn plus p de valeur absolue de f, moins l'intégrale de a à cn de valeur absolue de f. Ok. Bon, ça c'est intéressant parce que vous voyez que ça finalement ça s'écrit comme Vn plus P moins Vn avec pour n appartenant à n, et bien Vn c'est un peu comme Un sauf qu'on a une valeur absolue, intégrale de a à cn de f, intégrale de a à cn de f. Mais moi qu'est-ce que je sais? Je sais que l'intégrale de la valeur absolue de f converge. Donc je sais que la suite Vn elle converge quand n tend vers plus l'infini. Ce truc-là, comme Cn tend vers B, ça tend vers l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Comme l'intégrale de a à b de f converge, eh bien je sais que Vn tend quand n tend vers plus l'infini. Par définition, c'est ça, dire qu'une intégrale converge, c'est dire que cet objet-là admet une limite, tend vers l'intégrale de a à b de f, de valeur absolue de f. En tout cas, et c'est ça qui est important, Vn converge. Vn converge, donc est de Cauchy. Ça, c'est toujours vrai. Une suite convergente est de Cauchy. Et donc, je vais pouvoir quantifier le fait que Vn est de Cauchy. Pour tout epsilon strictement positif,
Sn0 appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n0, pour tout p appartenant à n, eh bien j'ai Vn plus p moins Vn en valeur absolue qui est plus petit strictement que epsilon. Bon, et bien j'ai fini. Hein, si maintenant je réécris ça, comme je viens de démontrer que un plus p moins un c'est égal, c'est plus petit que valeur absolue de Vn plus p moins Vn, ben j'en déduis que donc, même chose, et puis ici un plus p moins un. Hein, ça vient de cette inégalité. Un plus p moins un, c'est plus petit que Vn plus p moins Vn, l'inégalité étant ici. Attention, il y a bien une inégalité quelque part. Hein, donc un est de Cauchy, donc converge. Ok. Alors on pourrait croire ici à tort d'ailleurs qu'on a fini. En fait non, parce que ce qu'on a démontré c'est que il faut se rappeler que un elle était associée à une certaine suite Cn. On a pris une suite Cn quelconque tendant vers b-, et ce qu'on vient de démontrer c'est que l'intégrale de a à Cn de f converge. Mais bien sûr, il faut que cette convergence ne dépende pas de la suite Cn. Dire que l'intégrale de a à b de f converge, on l'a vu par caractérisation séquentielle, c'est dire que pour toute suite Cn, l'intégrale de a à Cn de f tend vers une certaine limite L qui est valable, qui est commune à toutes les suites Cn. Donc là, a priori, la limite que j'obtiens, elle dépend de Cn. Donc reste à montrer que pour, si j'ai deux suites Cn, C tilde n, telles que Cn tend vers b- quand n tend vers plus l'infini, et Cn, C tilde n tend vers b- quand n tend vers plus l'infini, les limites de un u tilde n sont les mêmes. Et c'est cette limite commune qu'on pourra alors appeler, qui sera alors bien sûr l'intégrale de AB de f. Ici, u tilde n, c'est quoi? C'est la même définition que tout à l'heure, mais avec c tilde n à la place de cn. Je ne réécris pas les choses. Alors comment on va faire ça? On va écrire simplement que pour tout n appartenant à n, c'est un petit peu le même calcul que tout à l'heure, un moins u tilde n. Je sais que ces suites convergent, c'est le raisonnement qu'on vient de faire. Donc je peux parler de leurs limites. Je vais faire la différence entre les deux suites, je vais faire tendre n vers plus l'infini. Alors ça, par définition, c'est quoi? Un, c'est l'intégrale de a à cn de f, et u tilde n, c'est l'intégrale de a à c tilde n de f. Alors je fais la même chose que tout à l'heure, et il faut me croire, ça c'est plus petit que l'intégrale de a. C'est le même calcul que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait l'intégrale de a à cn plus p et l'intégrale de a à b de cn. Cette fois, au lieu d'avoir cn plus p, cn, on a cn et c tilde n. Mais ça fait la même chose, c'est plus petit que l'intégrale de a à cn de f, moins l'intégrale de a à c tilde n de f. Ok, maintenant, cn et c tilde n sont deux suites tendant vers b, donc ce truc-là, ça tend vers l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Et ce truc-là aussi. Ok, donc. Alors les limites de un et tilde n, je vais leur donner un nom, L1 et L2. Donc quand n tend vers plus l'infini, on trouve, tout a une limite, tout a une limite, et on trouve quoi? À gauche, un tend vers L1 et u tilde n tend vers L2. Donc j'ai L1 moins L2. J'utilise aussi au passage la continuité de la valeur absolue. Et ça doit être plus petit que, je passe à la limite dans l'inégalité, un moins u tilde n est plus petit que ce truc-là. À droite, j'ai dit ce truc-là tend vers l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Et ce truc-là, il tend vers la même chose. Moins l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Là, la magie opère, ce truc-là, ça fait exactement 0. Et donc ça impose que L1 moins L2 a un nombre dont la valeur absolue est plus petite que 0, c'est le nombre 0 lui-même. Donc L1 égale L2. Donc non seulement j'ai démontré que si je prends une suite Cn tendant vers b-, l'intégrale de a à Cn admet une limite, mais j'ai aussi démontré que cette limite, elle, est indépendante de Cn. Autrement dit, j'ai conclu la preuve.
Et puis, le dernier résultat que j'ai démontré, c'est que l'intégrale, ça c'est vraiment pas difficile. Donc, il me reste à démontrer ça. Alors, comment je fais pour le démontrer? Je le fais en 2 lignes. Je me donne une suite Cn quelconque tendant vers B-. Et j'écris ça. Autrement dit, j'utilise l'inégalité valable pour des fonctions continues par morceau sur un segment. Okay, ça, c'est vrai par l'intégrale de Riemann. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais tendre Cn vers B. Ça, maintenant que je sais que l'intégrale de AB de f converge, je peux parler de sa limite, c'est-à-dire l'intégrale de AB de f. Et ça tend vers l'intégrale de AB. Et donc, la preuve, elle s'écrit, elle commence par, on prend soit Cn tel que Cn tend vers B-, quand n tend vers plus l'infini, et à la limite, on trouve l'intégrale de a à b de f en valeur absolue qui est plus petite que l'intégrale de a à b de valeur absolue de f. Donc voilà pour le théorème. Et maintenant, je vais donner un exemple d'application de ce théorème et je vais aussi je vais énoncer un corollaire de ce théorème qui est très pratique. Alors, un exemple très simple, c'est l'exemple suivant. Alors, donc exemple, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t carré sur t carré dt converge. Alors là, je suis très certainement dans la situation où je n'ai pas une fonction de signe constant, puisque sinus de t carré, ça change de signe entre 1 et plus l'infini. Mais qu'à cela ne tienne, je vais majorer ça et me ramener à un cas positif. Donc comment je fais ça? Simplement, d'abord, je constate que le seul problème est en plus l'infini. T donne sinus t carré sur t carré est continu sur 1 plus l'infini, donc localement intégrable sur cet intervalle. Et puis maintenant, je procède à la majoration pour tout t appartenant à 1 plus l'infini. Autrement dit, maintenant, je m'intéresse non plus à cette fonction-là, mais à sa valeur absolue. Or, la fonction valeur absolue, elle, je peux simplement la majorer par la fonction 1 sur t au carré, en majorant le sinus par. Ok, donc, maintenant je peux conclure. Pourquoi? Parce que par théorème de comparaison pour les fonctions positives, cette fois, comme l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur t carré dt converge, j'en déduis que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t carré sur t carré dt converge. Et par le théorème précédent, comme l'intégrale de la valeur absolue converge, ça implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus de t carré sur t carré dt converge. Donc vous voyez, cette intégrale, j'ai a priori aucune idée de comment je pourrais calculer une primitive de ce truc-là, et d'ailleurs on n'y arrivera certainement pas. Mais par contre, par la combinaison du théorème de comparaison et de ce théorème de convergence absolue intraine convergence, je peux conclure. Ok. Ok. Bien sûr, comme pour les séries, il faut faire très attention au fait que la réciproque est fausse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous avez f, attention, donc ça c'est une remarque en lien avec les théorèmes, la réciproque est fausse. L'intégrale de a à b de f, si l'intégrale de a à b de f diverge, on ne peut rien dire sur l'intégrale de a à b de f. C'est la même chose que pour les séries. Si cette intégrale converge, alors l'intégrale de la fonction converge, mais réciproquement, on ne sait rien. Donc si vous étudiez l'intégrale de la valeur absolue, ce qui est un bon réflexe, et qu'il y a divergence de l'intégrale, vous ne pouvez rien dire. Il va falloir utiliser une autre stratégie. Une autre remarque très importante aussi, c'est que dans ce cours d'intégrale généralisée, on voit une série c'est le cas de le dire, de résultats qui ressemblent beaucoup aux résultats sur les séries, justement. Il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans cette analogie entre intégrale et série. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, il y a un résultat sur les séries qui dit que la série
des UN convergent, si la série des UN converge, alors forcément c'est que la suite UN tend vers 0, et la réciproque est fausse. Bon, bah là pour les intégrales, on n'a pas ça. Par exemple, si j'ai une fonction dont l'intégrale de 1 à plus l'infini de f converge, je ne peux pas dire que f de t tend vers plus l'infini, vers 0, pardon, quand t tend vers plus l'infini. Ça, c'est pas vrai. On peut construire des contre-exemples, je ne vais pas le faire ici. C'est un peu des exercices classiques sur l'intégrale généralisée. Et même pire que ça, on pourrait dire, bon, mais quand même, si l'intégrale de 1 plus l'infini de f converge, c'est quand même que la fonction doit au moins être bornée au voisinage de plus l'infini. Disons qu'elle soit bornée. Ben non, ça c'est même pas vrai. On peut trouver des fonctions qui ne sont pas bornées, telles que pourtant leur intégrale converge. Donc attention, hein, l'analogie avec les séries, elle a ses limites, c'est pas exactement pareil une suite qu'une fonction. Donc ce résultat-là, il est vrai, mais ce résultat-là, il est faux. Hein, donc n'utilisez jamais ce genre de résultat-là. Hein, parce que si ce résultat-là, en général, pour les séries, on l'utilise dans l'autre sens. On dit, ah, si UN ne tend pas vers 0, c'est donc que la série des UN diverge. Donc là, si vous avez f de t qui ne tend pas vers 0, vous ne pouvez pas conclure à la divergence de l'intégrale. Ok. Par contre, hein, vous pouvez conclure à la divergence de l'intégrale. Par exemple, hein, juste une remarque, si f de t, par exemple, vous montrez que ça tend vers 2 quand t tend vers plus l'infini, là, vous pouvez utiliser, hein, c'est pareil que de dire que f de t équivaut à 2 quand t tend vers plus l'infini. Donc là, vous pouvez utiliser tout simplement les théorèmes de comparaison. Comme l'intégrale de 2 diverge, vous pouvez le vérifier, hein, l'intégrale de 2, certainement, ça diverge sur, disons, 1 plus l'infini ou 0 plus l'infini. L'intégrale de f diverge aussi par théorème de comparaison. Hein, donc, je suis en train de dire que si f de t ne tend pas vers 0, vous ne pouvez rien dire. Si par contre, vous pouvez préciser le comportement asymptotique de f sous forme d'une limite et que cette limite est non nulle, alors vous pouvez conclure à la divergence de l'intégrale, bien sûr. Ok. Alors, il y a un corollaire important de ce théorème de convergence absolue que je vais donc énoncer. Même très important, corollaire. Supposons que, alors je me place ici dans le cas A et B réels, très important. Si, toujours pareil, une fonction continue par morceau, donc A était forcément réel, donc B appartient à R. F à valeur dans K et partant de l'intervalle AB. Si F est borné sur AB, alors l'intégrale de A à B de F converge. J'insiste ici, hein, très important, le fait que B doit être fini, c'est un réel. Bien sûr, hein, là, par exemple, si je prends la fonction constante égale à 2, comme je viens de le rappeler, cette fonction-là, elle est bornée bien sûr, mais elle est certainement pas, son intégrale n'est certainement pas convergente sur, par exemple, 1 plus l'infini. Mais si on est sur un intervalle borné, alors on a ce résultat-là. Alors la preuve, hein, c'est complètement une ligne à partir du résultat précédent. Simplement, on va écrire que pour tout t, donc par définition, il existe m strictement positif, tel que pour tout t appartenant à AB, eh bien f de t est plus petit que grand M. Une fonction constante n'est pas intégrable sur n'importe quel intervalle, mais sur un intervalle fermé borné, elle est bien sûr intégrable. Hein, c'est une fonction continue. Une fonction continue sur un intervalle borné, elle est intégrable. Okay, continue jusqu'au borné. Okay, c'est une fonction continue sur l'intervalle AB, elle est continue sur l'intervalle AB fermé en B. Hein, donc l'intégrale de A à B de M converge. Vous pouvez même calculer sa valeur, hein, c'est B moins A fois grand M. Ça, c'est bien sûr, ça repose sur le fait que B est fini ici, très important. Donc, l'intégrale de A à B de F converge. Et donc, l'intégrale de A à B de F converge. Donc, très important, hein, ce résultat-là, il vous dit immédiatement la convergence d'une fonction qui est bornée. De l'intégrale d'une fonction qui est bornée sur, si cette fonction est définie bien sûr, sur un intervalle lui-même qui est borné, très important. Quand est-ce que c'est utile ça? C'est utile aussi, donc c'est utile si on est capable de borner, je devrais dire aussi utile si on sait prolonger. Alors je vais l'écrire après. Je vais d'abord en donner un exemple, et puis ensuite de l'application de ce corollaire. Exemple. L'exemple que je prends, c'est le suivant.
la fonction qui a t associe cosinus 1 sur t carré est intégrable. Autrement dit, son intégrale sur l'intervalle que je m'apprête à écrire converge sur 0,1. Alors cette fonction, a priori, si on n'a pas ce résultat-là, ce corollaire, on pourrait se dire « Ah, c'est difficile, il y a le 1 sur t au carré, et tout ça. » Mais en fait, il n'y a aucun problème, parce que le cosinus est borné. Forcément, l'intégrale de la fonction est finie, en fait. J'écris simplement que pour tout t appartenant à 0,1 cosinus de 1 sur t au carré est plus petit que 1. L'intégrale de 0 à 1 de 1 converge. Souvent, je refais la preuve, hein, je redémonte le corollaire puisque c'est une ligne. Ou alors, on utilise directement le corollaire. Et donc, ça implique que l'intégrale de 0 à 1 de cosinus 1 sur t carré dt converge, ce qui implique que l'intégrale de 0 à 1 de cosinus 1 sur t au carré dt converge. Ok, bien sûr, je n'ai aucune idée de la limite de ce que vaut cette intégrale, mais en tout cas, cet objet existe. Donc, autre application, exemple, et il faut retenir l'idée, c'est que c'est aussi utile si on sait prolonger par continuité. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Si je regarde la fonction qui a t associe log de 1 plus t sur t, j'affirme que cette fonction elle est intégrable sur 0,1. Alors a priori, vous pouvez me dire, bon, bah, là, on ne voit pas le rapport a priori avec cette histoire de fonction bornée sur un intervalle borné, parce qu'il n'est pas clair que cette fonction est bornée. Mais en fait, elle l'est. Pourquoi? Parce que le seul problème vient de 0. En fait, en 0, cette fonction-là met une limite. On peut la prolonger par continuité en 0, autrement dit. Ça vient simplement du fait que vous pouvez faire un développement limité du logarithme, si vous voulez. Ça vient du fait que log de 1 plus t, ça équivaut à t quand t tend vers 0. Donc ça tend vers 1. Donc ici, alors, il ne faut pas oublier d'affirmer que je vais l'appeler f, cette fonction, f est continue par morceau, elle est continue même sur 0,1. Donc vous montrez par ce biais que le seul problème est en 0 et f de t tend quand t tend vers 0 vers 1. On pourrait le vérifier ça. Donc f est borné en fait sur 0,1. N'oubliez pas à chaque fois d'affirmer que la fonction est au moins continue par morceau. Ici elle est même continue. J'ai oublié de l'écrire ici. Si j'appelle cette fonction f est continue sur 0,1. Donc f est borné sur 0,1 et on conclut par le corollaire. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f converge. C'est encore le corollaire qui me permet de conclure. Donc ce résultat-là de convergence absolue entraîne la convergence. Il permet de se ramener au terme de comparaison, mais il permet aussi immédiatement de conclure quand on a sous la main une fonction bornée ou une fonction qui, à première vue, ne nous paraît pas bornée. Alors, quand on a une fonction bornée sur un intervalle borné, bien sûr, et quand on a une fonction qui, à première vue, n'est pas bornée, mais en fait, on réalise qu'elle admet une limite au point qui pose problème. Elle est prolongeable par continuité. Donc, ça permet d'utiliser ce corollaire qui est bien pratique dans beaucoup d'exemples. Ok, je vais finir par ce cours sur les intégrales généralisées par donner une sorte de petit guide qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu sur un exemple. Et puis discuter aussi d'intégration par partie et changement de variable. La seule remarque que je voudrais faire, et qui montre aussi encore les limites de l'analogie avec les séries, c'est que quand on en arrive à ce critère-là, à ce moment-là sur les séries, on dit « Ah, ben on est un peu embêté parce que maintenant, si l'intégrale de… » Que faire quand l'intégrale de f diverge? Le critère, le théorème qu'on vient de donner, convergence absolue, entraîne convergence. On vient de voir ça, on vient de parler du fait que sa réciproque est fausse. Donc, si on a ça, que dire de la fonction? Ben là, en fait, on n'a pas de situation aussi générale que pour les séries. C'est-à-dire que pour les séries, on a ce critère des séries alternées qui permet de gérer au moins certaines suites qui ne sont pas de signes constants.
et pour lesquels pourtant éventuellement la série ne converge pas absolument. On n'a pas ça pour les fonctions. Et je vais quand même donner un exemple dans le guide où on va voir que éventuellement par des changements de variables, des intégrations par partie, on peut s'en sortir même si on ne sait pas que l'intégrale même si l'intégrale de la valeur absolue diverge.